de la faculté des sciences médicales et paramédicales d'Aix-Marseille. Bonjour. Et nous recevons trois étudiants, Arthur, Tiffaine et Vincent du tutorat associatif marseillais. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Alors on va rentrer dans le vif du sujet avec Jean-Michel Viton d'Aix-Marseille. Est-ce que vous pouvez présenter brièvement la faculté, s'il vous plaît, merci. Alors, on m'entend là, c'est bon. Rapprochez-vous bien du micro et ça se passe pas mal. Bien. Donc vous parlez de la faculté des sciences médicales et paramédicales au sein d'Aix-Marseille Université. Vous remarquez tout de suite qu'on ne parle plus de la faculté de médecine parce qu'il y a une évolution dans la formation aux professions de santé et depuis le 1er septembre 2018, il y a donc cette nouvelle entité qui est destinée à former des étudiants en médecine, mais également en sciences infirmières, mais également en maïeutique, c'est-à-dire les futures sages-femmes. Ça concerne également toutes les professions de la réadaptation qui sont organisées au sein de l'université et de la faculté, qui sont la kinésithérapie, l'ergothérapie, l'orthophonie et l'orthopsie. Cette faculté, elle est sur le campus santé, aux côtés de la faculté de pharmacie, de la faculté d'odontologie. Si vous êtes là aujourd'hui, probablement, c'est plus dans la perspective de ce qui peut se passer après le baccalauréat, dans la perspective d'études de santé. Et donc, on s'occupe dans cette faculté de l'organisation de la PACES, c'est-à-dire la première année commune aux études de santé. Et à l'heure actuelle, cette PACES à Marseille, elle ouvre vers les études de médecine, de pharmacie, d'odontologie, de sage-femme, mais aussi de kinésithérapie, d'ergothérapie et de psychomotricien. Peut-être en introduction, un élément de base. Très bien. Est-ce qu'on peut juste poursuivre sur la PACES? L'inscription s'effectue en ligne sur Parcoursup. Mais en quoi consiste cette première année? Est-ce que vous pouvez un petit peu présenter cette première année commune aux études de santé? La PACES, elle est divisée en 2 semestres, avec au premier semestre des disciplines de tronc commun qui sont principalement orientées vers des disciplines plutôt fondamentales comme la biochimie, la biologie cellulaire, la biophysique, les biostatistiques. Il y a des épreuves de concours qui ont lieu à la mi-décembre. Les résultats du premier semestre sont publiés début janvier, à la veille de la reprise des enseignements du deuxième semestre. Au deuxième semestre, il y a des matières qui restent des matières fondamentales, mais on ouvre sur des matières qui sont plus proches des professions envisagées, à savoir la pharmacologie, l'anatomie. Et il y a aussi ce qui apparaît au deuxième semestre, une discipline importante, qui sont les sciences humaines. Avec une particularité, c'est que pour toutes les autres épreuves, il s'agit d'épreuves en QCM, alors que pour les sciences humaines, il y a une épreuve qui est une épreuve rédactionnelle. Enfin, il y a en plus de ça des épreuves, des matières plutôt qui sont optionnelles en fonction des disciplines, en fonction des formations dans lesquelles l'étudiant souhaite s'engager. Donc il y a des UE spécifiques pour la médecine, on a d'autres pour la pharmacie, en sachant qu'il est possible, et c'est très important de le savoir, de s'inscrire à la totalité des disciplines et donc de concourir dans l'ensemble des formations. Comme on dit, on peut se présenter au concours de médecine, de pharmacie, d'odontologie, etc., etc. Tout est organisé pour que ça soit possible. Je vous remercie. Alors, pour ces études, il y a évidemment énormément de prérequis. Alors, je vais me tourner vers nos trois étudiants, puisqu'ils sont tous les trois actuellement encore dans les études.
Nous avons Arthur Esquer, ancien membre du tutorat et élu étudiant en 5e année de médecine. Tiffaine Bourly, vice-présidente en charge de la communication, 3e année de médecine. Ainsi que Vincent Arcani, chargé de mission orientation ou réorientation du tutorat. Et vous êtes en 3e année de pharmacie. Alors, on a face à nous une grande majorité de lycéens accompagnés leurs parents. Quelles études vous avez fait avant de rentrer en médecine? Et selon vous, quels sont les prérequis en termes de compétences, mais aussi d'état d'esprit? Alors bonjour, vous m'entendez tous? Du coup, je suis en 3e année de médecine. Faut que je parle plus fort, c'est ça? Ok. Alors du coup, je suis en 3e année de médecine. Personnellement, moi j'ai fait un bac S. Je pense que la mention intéresse beaucoup de monde, c'est beaucoup de parents qui la demandent. Du coup, une mention très bien, mais après, il y a beaucoup de personnes qui ont eu d'autres mentions et qui sont arrivées à passer en année supérieure. Personnellement, je pense qu'il faut beaucoup de prérequis au niveau mentaux, beaucoup de motivation, énormément de motivation. Je pense que c'est ça qui fait beaucoup la différence dans les études en PACES. Il faut aussi beaucoup de rigueur, apprendre à se connaître, apprendre à connaître la façon dont on travaille, ne pas se fier qu'aux autres et voilà, se connaître soi-même. Je pense que c'est assez important pour pouvoir réussir la PACES. Bonjour, alors moi je m'appelle Vincent, je suis en 3e année de pharmacie. En ce qui concerne mon parcours, j'ai eu un baccalauréat scientifique et avec une mention très bien. Je pense qu'au niveau des prérequis, c'est à peu près comme a dit Tiffaine, c'est principalement des prérequis mentaux et émotionnels entre guillemets, parce qu'il ne faut jamais fléchir en PACES, il ne faut jamais se dire qu'on va jamais y arriver, il faut toujours positiver. Du coup, c'est principalement ça. Il y a des gens qui ont réussi au lycée sans avoir de mention bac et qui ont réussi la PACES en. Après, peut-être le seul avantage, ça va être que lorsqu'on travaille beaucoup déjà au lycée, on n'a pas peur de passer beaucoup d'heures enfermées chez soi à continuer à travailler en PACES. Voilà. Bonjour, moi c'est Arthur. Je suis en 5e année de médecine. J'ai un profil qui est un peu moins typique que mes deux collègues parce que j'ai eu le bac S aussi, sans mention. Ça casse un peu les images, mais c'est possible aussi. Effectivement, la PACES, c'est beaucoup de travail, on va pas se mentir. C'est à peu près le seul secret qu'on peut vous donner sur cette année. Il y a beaucoup d'étudiants devant moi, mais je vais aussi parler aux parents. Ça va être dur pour vous aussi si votre enfant s'engage en PACES. Soyez avertis. Vous allez le voir fatigué, vous allez le voir un peu déprimé. Vraiment, à l'heure actuelle, on est un peu dans le mois de la novembre rose avec la déprime généralisée. Cette année, c'est une année assez stéréotypée où on travaille 4 heures par jour en amphithéâtre. On travaille beaucoup plus seul chez soi ou à la bibliothèque sur ses cours. Il ne faut pas s'isoler, il faut rester avec des gens, arriver à trouver un peu d'air dans cette année, un peu de détente, même si c'est compliqué. Voilà. Alors, ils ont le bac en juin, ils arrivent en première année à l'automne. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? Comment, pour pas fléchir, comme vous dites, parce qu'apparemment il y a du stress, énormément de travail à la maison. En termes de méthodologie, c'est quoi la différence quand on est en terminale et quand on est en première année de médecine? C'est quoi la plus grosse différence? Pourquoi on peut s'appuyer? Alors, quand vous arrivez en première année en PACES, ce qui est très différent, c'est que tout va se passer sous forme de cours magistraux, c'est-à-dire dans de très grands amphis. Vous ne pouvez pas poser de questions au professeur. Du coup, il faut s'habituer au fait de ne plus avoir cette interaction qu'il y avait au lycée, où si vous aviez une question, vous leviez la main, vous répondez. Là, ça va être beaucoup de travail personnel, de réponses par soi-même. Et ce qui est différent aussi, c'est la quantité de travail à fournir aussi, puisqu'il y a un peu moins de compréhension et il y a plus de quantité de connaissances à absorber. Voilà. Oui, la forme d'évaluation qui est différente, puisque à part en milieu de sciences humaines et sociales, vous allez avoir des QCM. Du coup, il faut savoir repérer les pièges et c'est ça qui fait souvent la différence au niveau des notes. Il faut vraiment beaucoup s'entraîner pour découvrir ce système d'évaluation en fait. Monsieur Litton peut-être?
tant que professeur, vous avez sûrement quelque chose à dire sur ce point. Non, en fait, je pense que le point de vue des étudiants est probablement le plus important. Il ne faut pas se cacher qu'à l'heure actuelle, la PACES requiert un niveau à l'entrée et requiert un travail pendant l'année qui est très important, avec la constance qui a été expliquée par les étudiants ici présents et qui peuvent témoigner de la réalité des choses. Je voudrais profiter pour dire qu'actuellement, la PACES n'est plus la voie unique d'accès dans les études de santé. Peut-être que c'est un point sur lequel vous pouvez donner un peu plus tard. Non, mais je vous en prie, On peut l'aborder maintenant. Depuis 2 ans à peu près, ont été mis en place ce qu'on appelle des parcours adaptés dans des licences bien définies qui sont la licence STAPS, la licence de chimie et la licence SVT au sein donc, de la faculté des sciences du sport d'une part, de la faculté des sciences d'autre part. Et il faut donc savoir qu'il existe dans ces licences des possibilités d'accès à un parcours adapté de licence qui autorise sous toute une série de conditions, bien évidemment, à postuler pour entrer directement en 2e année des études de santé. Là, je cite uniquement médecine, odontologie, pharmacologie et maïeutique. Les autres voies ouvertes par la PACES ne sont pas concernées. Alors, il y a donc une série de conditions de notes. Il y a une unité d'enseignement spécifique dans chacune de ces licences, durant chaque semestre, et à la fin, ce n'est pas du tout quelque chose d'automatique. Il y a une épreuve sur dossier, puis après il y a des épreuves pour être des épreuves avec jury à l'oral, et il y a un numerus clausus vis-à-vis de ces étudiants. Donc, tout ça pour dire qu'il existe des voies alternatives d'accès, mais elles demeurent également très fermées, comme vous pouvez l'imaginer. Après, il y a une autre voie d'accès qui est celle des passerelles pour des étudiants qui seraient titulaires d'un master ou d'un doctorat ou d'un diplôme d'ingénieur ou des diplômes de niveau équivalent. Il y a la possibilité de postuler pour un accès direct en 2e ou en 3e année de médecine. Alors, je répète, aussi bien pour ça que de santé plus largement, pardon. Aussi bien pour ces voies-là, les passerelles, que pour ce qu'on appelle l'alter-PACES, les parcours adaptés de licence, il n'y a rien qui est automatique. Il y a une sélection pour l'entrée dans les études. Il y a un numerus clausus également. Donc, ce sont des voies alternatives, mais qui sont aussi, à la fin, sélectives. On n'est pas dans des parcours qui seraient tout d'un coup totalement ouverts par opposition à la PACES, ce n'est pas du tout le cas. Enfin, les étudiants ou les professionnels titulaires de diplômes paramédicaux peuvent aussi, sous certaines conditions, soit postuler via les passerelles, soit se présenter en PACES sur un numerus clausus spécifique. Donc vous voyez qu'il y a une série de voies d'entrée dans les études de santé, mais à l'heure actuelle, on l'évoquera peut-être tout à l'heure, on reste sur quelque chose de sélectif avec un numerus clausus. Alors, il est peut-être temps de présenter aussi le tutorat associatif marseillais, puisque vous êtes chargé d'accompagner les étudiants tout au long de l'année. Alors, vous organisez des cours du soir, vous fournissez des fiches. Comment ça se passe concrètement? À quoi ça sert en fait? Le tutorat associatif marseillais sert à préparer les étudiants au concours. Donc, principalement, ce qu'on organise, c'est 2 séances de QCM par semaine, le lundi et le mercredi, directement dans les locaux de la fac qui sont prêtés par la faculté, les amphipasses en fait. Ce sont des tuteurs qui font les questions, ils sont en 2e ou en 3e année de santé. Et ils sont passés par la PACES, donc ils connaissent les pièges, tous les
caractéristiques en fait, du concours. C'est quoi les pièges? Euh, Des exemples? Exemple comme ça tout de suite, non. Non. J'en donne un. En biologie cellulaire, lorsqu'un prof écrit dans un item lamine au lieu de laminine, par exemple, on vous entraîne à repérer toutes les petites modifications qu'aurait pu faire le prof dans un item et qui fait que ça le rend faux. Et on s'en rend pas du tout compte en sortant du lycée. Parce qu'en sortant du lycée, on ne cherche pas le piège dans les épreuves du baccalauréat. On cherche juste à restituer ses connaissances de manière organisée. Là, c'est pas le même principe. Oui, voilà, en fait, c'est vraiment, je pense qu'il y a deux parties en PACES, c'est apprendre son cours, le connaître très bien, mais aussi s'entraîner. S'entraîner du coup en étant dans un amphi avec beaucoup de monde, avec du bruit autour, apprendre à se concentrer, apprendre aussi à aller vite. C'est impressionnant comme de septembre à décembre, on va de plus en plus vite en lisant les questions, en les comprenant, en répondant aussi. Voilà. Et après, tutorat aussi, ce qu'on propose, c'est des night tutorats. Donc c'est des cours du soir justement de 18h à 20h, toujours dans les locaux de la fac, donc le lundi et le mardi soir. Et on reprend en fait des points de cours en petits groupes pour pouvoir les expliquer aux PACES qui n'ont pas forcément compris, qui ont besoin de plus d'explications, de pouvoir se poser avec un tuteur et qui puisse répondre à ces questions. Ensuite, il y a un système de parrainage, ce qui permet d'avoir des tuteurs, pareil, qui sont en année supérieure et qui peuvent répondre aux questions des PACES, leur apporter un soutien moral dans toute cette année qui s'avère très compliquée, leur donner des aides pour arriver à établir un planning de semaine correcte, enfin des astuces pour réussir la PACES du mieux possible. Et comment on se rapproche de vous? Vous êtes combien au total à faire ça au sein de la fac? On est environ 100 tuteurs. On a un groupe de tuteurs d'à peu près 100. Au bureau du tutorat, on est 9, donc 9 vice-présidents. Et ensuite, il y a 3 chargés de mission, dont Vincent qui est chargé de mission, orientation et réorientation. C'est des. Ça se passe en collectif ou c'est individuellement? C'est des cours du soir en groupe? Est-ce qu'il y a de l'échange? Comment ça se passe? Alors justement, le but des cours du soir, en fait, c'est de permettre, contrairement aux écuries du midi qui se font sur un échantillon important d'étudiants, pour permettre un classement représentatif, les cours du soir se font en petits groupes de 15 à 20 personnes, après ça varie selon les matières. Et ça, c'est le but vraiment de ces cours du soir, c'est de valoriser l'interaction avec les tuteurs, en fait, de manière à ce que les étudiants n'aient pas peur de poser des questions comme ils auraient peur de poser des questions en amphithéâtre, vraiment pour avoir une interaction très personnelle, en fait. Vas-y. Pour les retrouver, vous avez le site internet du tutorat qui est tutorat-marseille.fr. Et vous posiez la question aussi tout à l'heure de savoir comment on pouvait se préparer avant la PACES. Le tutorat organise 2 semaines de pré-rentrée maintenant, juste avant la reprise, donc ça se passe la dernière semaine d'août et jusqu'à début septembre, pour justement anticiper sur certains cours qu'on sait très compliqués dès le début de la PACES. Des choses qu'on n'a pas du tout vues au lycée, comme les orbitales, de la thermodynamique, etc. Alors, la première année, est-ce que c'est possible, le doublement de la première année est-il possible? Et est-ce que c'est des fois aussi encourageant de le faire pour ensuite persévérer? Monsieur Vitton, peut-être? Réglementairement, le redoublement est autorisé. À Marseille, il est autorisé de façon systématique. Il y a des facultés où il y a des conditions qui sont posées pour permettre le redoublement. Donc ce n'est pas le cas à Marseille. En revanche, un étudiant n'a droit qu'à 2 chances. Donc, il n'y a pas possibilité de tripler. Ça, c'est interdit par la loi. Donc il n'y a pas de loi, quelle que soit la voie d'accès. Il n'y a pas plus de 2 chances d'accéder, sauf la voie de la passerelle qui peut être autorisée une fois à des étudiants qui auraient échoué 2 fois pendant le cursus de PACES. Ok. Alors Arthur, vous êtes en 5e année, Tiffaine en 3e, Vincent en 3e aussi année.
c'est quoi les évolutions chaque année? C'est de plus en plus compliqué, ou est-ce que une fois qu'on arrive à passer les caps, on rentre dans une logique, dans une dynamique assez sereine ou pas du tout? Alors, en pharmacie, il y a une grande différence quand on passe en deuxième année parce que on se retrouve à faire beaucoup de travaux pratiques. Le premier cycle des études de pharmacie, c'est un cycle qui est très pratique parce que tous les matins, vous allez avoir des travaux pratiques et des études dirigées. Et l'après-midi, il y aura encore des cours magistraux comme en PACES. Après, ce qui change, c'est que les matières sont beaucoup plus appliquées. Donc, en deuxième année, ça va être beaucoup de la chimie, de la physique, de la zoologie, de la botanique, des choses très générales. Et puis après, en troisième année, on commence à aborder vraiment les sciences de la santé avec des cas cliniques, des choses beaucoup plus appliquées qui sont utiles au quotidien. Du coup, la charge de travail comparée à la PACES, elle est importante. Je ne dis pas que c'est tranquille les études de pharmacie, mais elle est différente. On va plus rechercher la compréhension que l'apprentissage par cœur d'une base d'informations trop importante. Du coup, c'est très valorisant de faire ce genre d'études. Alors moi je vais parler de la deuxième et la troisième année puisque c'est celle que je connais et je laisserai Arthur finir sur l'externat. Du coup pour la deuxième et la troisième année, comme a dit Vincent, c'est différent. Il n'y a plus la pression de la sélection, donc on cherche surtout la compréhension, on cherche aussi vraiment à acquérir des compétences plus médicales, on va dire. Notamment en sortant de la PACES, on a le stage infirmier qui dure 1 mois, donc on est directement plongé dans des services toute la journée. On peut vraiment apprendre ce qu'est le métier de médecin. On est aussi avec les infirmiers, du coup beaucoup avec les infirmiers, mais ça permet de découvrir le monde de la santé vraiment au plus proche du patient et de l'hôpital. Ensuite, au niveau des cours, la charge de travail, je pense, reste la même. Le volume des cours ne diminue pas, mais l'apprentissage se fait différemment. Après, en deuxième année, on a une demi-journée de stage par semaine, donc en général le mercredi après-midi. Là aussi, ça permet de découvrir les services, de découvrir les spécialités, de peut-être aller voir des choses qu'on ne serait pas allé voir par nous-mêmes. Et la troisième année, c'est 3 demi-journées de stage par semaine, avec différentes thématiques et différents services. Ça permet aussi de découvrir le monde de la santé, plus précisément. Et ensuite, en 4e, en 5e et en 6e année, on devient ce que l'on appelait avant externe. C'est-à-dire qu'on est tous les matins en stage à l'hôpital. C'est assez professionnalisant, vu que nous qui sommes chargés de la tenue des dossiers de patients. On commence à faire des gestes auprès des personnes, on a des gardes aux urgences, des gardes en réanimation. En fait, au niveau des cours, on prépare. Alors, tout ça va changer parce qu'il y a une réforme du second cycle qui est en cours, et donc ce sera modifié dans la forme, mais le fond va rester le même. On prépare une deuxième étape de sélection qui, à l'heure actuelle, sont les examens classants nationaux et les OCN, pour permettre de choisir ensuite le poste d'interne. C'est-à-dire qu'on va choisir la spécialité et la ville que l'on va exercer ensuite. La ville pour 5 ans. Donc, pendant 3 ans, on prépare des cours qui sont sur ce qu'on appelle des collèges, faits par des collèges des enseignants sur l'ophtalmologie, de cardiologie et des chirurgiens. Et on passe ensuite tous les 8000 étudiants d'une même promotion en France, un même examen qui sera à venir modulé par d'autres domaines comme les compétences ou le parcours professionnel. À l'heure actuelle, ce ne sont que les connaissances qui sont évaluées. Et à l'issue de ça, on peut choisir le poste d'interne, la spécialité que l'on aura. Et l'internat ensuite évolue de 3 ans pour les médecins généralistes à 5 ans pour certaines spécialités de chirurgie, où on est là vraiment tous les jours à l'hôpital en temps complet avec une demi-journée de formation par semaine et on apprend vraiment le métier. Alors ces stages qui sont essentiels pour découvrir le métier et se rendre compte vraiment de la réalité des choses, est-ce que vous devez les trouver vous-même ou est-ce qu'il y a une cellule au sein de l'université qui vous met en relation directement avec les différents services? Comment ça fonctionne? Dans les études médicales, les stages font partie de la formation, sont organisés dans le cadre de la convention entre la faculté et l'hôpital public. Donc là, on est dans quelque chose qui est organisé par la faculté. On est dans quelque chose qui est très structuré et qui est réglementaire également. Ok, parfait. Jusqu'ici, est-ce que vous avez des questions à leur poser? Oui,
Alors j'ai ma collègue Fafa qui va vous passer un micro. Merci. Alors, une question pour les réformes qui vont avoir lieu, pas pour notre rentrée, mais la rentrée 2020, il me semble. Est-ce qu'on aura droit quand même, nous qui rentrons en 2019, de redoubler notre première année malgré le fait qu'on supprime le numerus clausus, tout ça? La question de ce qui va se passer en 2020 est une question qui reste très ouverte. On sait que le numerus clausus va être aboli. Par quoi il va être remplacé, on ne le sait pas encore. Donc il m'est absolument impossible de faire une réponse catégorique à ce stade. On peut bien sûr imaginer qu'il y aura des mesures transitoires, comme ça s'est fait chaque fois qu'il y a eu des réformes dans le passé, mais à ce jour, il n'est pas possible de vous répondre de façon claire, nette et précise. N'hésitez pas à prendre la parole. Hein. Les parents, si vous voulez aider vos enfants. Prendre la parole. Bonjour. Vous avez évoqué le fait que si on passe en passerelle, c'est-à-dire si on a raté par exemple 2 fois la PACES, on peut quand même ensuite présenter à nouveau médecine par le biais des passerelles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, s'il vous plaît? Alors, je rappelle que les passerelles, ça concerne des étudiants qui ont, après par exemple 2 PACES, sont partis, se sont réorientés, je reviendrai après d'ailleurs sur les réorientations, pour faire une licence, puis un master, voire un doctorat. Les passerelles concernent ces étudiants qui auraient fait une PACES, mais pas forcément. Hein. Ça peut être un ingénieur, ça peut être un professeur de biographie, enfin peu importe. Donc, à ce stade, quelqu'un qui aurait fait, puisque c'est votre question, 2 PACES, qui aurait échoué à ces 2 PACES autorisés, qui aurait fait un parcours de master et serait titulaire d'un master, peut se présenter une fois via les passerelles. C'est pour une entrée. Les titulaires d'un diplôme de niveau master peuvent postuler, je répète bien, c'est postuler, hein, c'est pas automatique, loin de là. Le nombre de candidats est de plus en plus important. Donc, peuvent postuler pour une entrée en 2e année de médecine. Les titulaires d'un doctorat peuvent postuler pour une entrée en 3e année de médecine. Et donc, j'en profite pour parler des réorientations, parce que je vous ai dit tout à l'heure que la PACES ouvrait sur la formation à 7 métiers différents: médecine, odontologie, pharmacie, maïeutique, kinésithérapie, ergothérapie et psychomotricien. Psychomotricien étant une formation qui est conventionnée avec l'université, mais qui n'est pas intra-université et qui est soumise à des frais particuliers de scolarité. Mais en tout état de cause, la PACES ouvre sur 7 formations différentes, et ça, c'est important de le savoir. Par ailleurs, il est possible, à la fin du premier semestre ou à la fin de la première année du PACES, de se réorienter, c'est-à-dire de tirer profit de notes qui ont été obtenues pendant le premier semestre, par exemple, pour passer dans une autre formation de licence et en économisant ou en sauvant un semestre, voire un an. Exemple, quelqu'un qui aurait fait un premier semestre de PACES, qui aurait 10 de moyenne, peut candidater pour entrer en 2e semestre de première année de licence de sciences, par exemple. De même, à la fin d'une première PACES, l'étudiant qui aurait 10 de moyenne peut postuler pour entrer en 2e année de licence dans une autre formation, tout ça permettant d'éviter de perdre une année dans l'enseignement supérieur. Donc l'idée de ces réorientations, c'est d'éviter à l'étudiant de perdre 6 mois ou 1 an et de pouvoir continuer à avancer dans son cursus sans perdre de temps. Donc là, il y a toute une série d'accords qui ont été faits au sein d'Aix-Marseille Université pour permettre des réorientations dans différentes voies, y compris des voies qui ne sont pas forcément scientifiques, comme le droit. Oui.
Est-ce qu'il y a, durant le cursus, des possibilités d'aller étudier à l'étranger ou peut-être à seconde année ou deuxième année, je sais pas. Alors, je répondrai pour médecine parce que c'est le seul que je maîtrise sur ce niveau-là. On a une possibilité de stage à l'étranger pendant l'été entre la 4e et la 5e année en convention avec la fac. Ce sont les services de relations internationales qui fournissent des stages et qui font des propositions. Il y a également une possibilité à ce moment-là de trouver un stage qui pourrait répondre aux critères. On est aussi actuellement en train d'essayer de créer à la faculté de médecine les Erasmus sortants. On a déjà des Erasmus entrants, on essaie de créer le même circuit pour les Erasmus sortants. Ça devait se faire pour cette année, mais malheureusement la mise en place du service sanitaire a complexifié le dossier. Et pour pharmacie, peut-être que je peux répondre. Alors, en pharmacie, vous pouvez faire un Erasmus en 5e année durant l'externat de pharmacie. L'externat de pharmacie, c'est une période des études où les étudiants en pharmacie sont à l'hôpital. Du coup, vous avez la possibilité de faire 3 mois dans un hôpital à l'étranger, en Espagne, en Bulgarie. Voilà. Bonjour. Une question à M. Litton. On parlait de l'étranger. Beaucoup de jeunes bacheliers s'en vont vers la Belgique. On parle beaucoup de l'Espagne aussi, de Barcelone, de Madrid pour des formations en médecine. Est-ce que les diplômes acquis là-bas sont reconnus après en France, ou est-ce que, vu l'ampleur un petit peu des extraditions et des formations externées, est-ce que des questions se posent sur le niveau véritable de formation à l'étranger? Est-ce qu'ils seront toujours reconnus ou pas dans les années à venir d'après vous? Là, ce qu'on peut dire, c'est qu'actuellement, oui, il y a une reconnaissance au sein de l'Union européenne des diplômes, avec certaines réserves, avec le passage des ECN pour ce qui concerne la médecine. Après, ce qui va se passer dans l'avenir, n'est bien sûr pas en parler parce qu'on est sur des spéculations. On regarderait bien de m'avancer là-dessus. Jeune homme, premier rang. Peut-être un peu plus une question pour les étudiants. Vous avez dit, donc, mais on s'en doute tous qu'en PACES, le travail est très très important. Mais est-ce que peut-être vous pourriez donner votre journée type que vous passiez pour qu'on ait un exemple des journées qu'on va avoir? Je commence. Personnellement, moi j'avais cours l'après-midi parce que le créneau horaire des cours est attribué par la fac en fonction du numéro étudiant. J'avais cours l'après-midi, je me levais environ le matin à 7h30, je travaillais chez moi. Donc je me levais à 7h30, je petit déjeuner, je commençais à travailler vers 7h45, 8h. Je faisais la méthode des J. Alors il faudrait aller s'enseigner sur internet pour la méthode des J parce que ça serait trop compliqué à expliquer là. Du coup, je voyais une première fois le cours de la veille que j'avais eu, et ensuite je faisais mes J jusqu'à midi et demi à peu près. Ensuite je mangeais, j'étais chez ma mère, donc celle qui me préparait à manger, voilà, ça me permettait de gagner du temps. Ensuite je partais à la fac, j'avais à peu près 40 minutes de trajet. J'arrivais en amphi vers moins 10, moins 5, je prenais ma place, j'écoutais le cours donc, de 14h à 18h. Ensuite, je rentrais chez moi, pareil, jusqu'à à peu près 18h40, le temps de trajet. J'allais me laver, je mangeais, et ensuite je reprenais le travail vers 20h. Et ensuite, je bossais un cours que j'avais eu la journée, et je bossais ensuite mes fiches, ou alors d'autres petits cours. Voilà, j'organisais mon emploi du temps, et j'avais un semainier pour organiser mon emploi du temps. Et je faisais des petites pauses aussi régulièrement. Ça dépendait en fonction des jours, mais je faisais des petites pauses de 5 minutes, histoire d'aller boire un verre d'eau, quelque chose comme ça. Parce que non plus, je ne pouvais pas travailler pendant 4 heures en continu, c'est pas possible. Le cerveau, au bout d'un moment, il n'y arrive plus. Alors, moi, j'étais du créneau du matin. Du coup, je me levais vers 6h. Après, j'allais à la fac. J'arrivais vers 8h moins le quart, 8h moins 20, parce que le matin, c'est assez compliqué de trouver une place dans l'amphi du professeur. Parce qu'à la fac, vous avez des amphis, vous avez un amphi où il y a le professeur en temps réel et 2 amphis de retransmission. Donc moi, je préférais être dans l'amphi où il y avait le professeur. Du coup, je venais un peu plus tôt.
Donc j'allais en cours de 8h à midi. Après, de midi à 1h30, je restais au tutorat pour faire les séances de QCM. Ensuite, je rentrais chez moi vers 14h, 14h30. Et puis l'après-midi, je revoyais généralement automatiquement les cours du matin et les cours d'avant. J'avais pas vraiment de méthode DJ ou de méthode quelconque. Je revoyais ce que je sentais que j'avais oublié en fait. Et pour voir que j'avais oublié, je faisais des QCM. Et si j'avais pas une bonne note au QCM, je revoyais le cours sur lequel j'avais pas eu une bonne note. Après, je mangeais vers 19h et le soir, par contre, à partir de 21h, je faisais plutôt des cours qui correspondent à de la mémorisation pure, comme une centaine de réactions de chimie organique que vous allez devoir apprendre par cœur, ou encore les textes de sciences humaines à apprendre par cœur aussi. Le travail qui n'est pas de la compréhension, où on n'est pas besoin d'être très très concentré. Voilà. Pour ma part, alors j'ai un logement qui a une demi-heure de métro de la fac, donc je me levais assez tôt, je me levais vers 6h, 6h20 pour arriver dans le même amphithéâtre que Vincent. J'allais en cours le matin, donc de 8h à midi. Je mangeais entre soit midi et 13h s'il n'y avait pas les QCM, soit entre midi et 14h. Et ensuite, je travaillais de 14h à 20h avec une pause à 16h. Et un moment particulier, c'est que je ne travaillais pas le soir, mais je me couchais relativement tôt. Parce que je me levais tôt aussi, mais j'ai besoin de beaucoup de sommeil. Et je faisais ça 7 jours sur 7, lundi, mardi, et même samedi, dimanche. J'étais à 7h en salle de travail pour finir à 20h. Je m'autorisais un épisode de série le soir, le vendredi, le samedi, le dimanche, de ma détente. J'allais y venir justement à vous parler de sommeil, de série. Justement, un cerveau a besoin quand même de souffler, donc ils peuvent pas. Il y a bien des moments où vous vous accordez un petit moment de répit, puisque sinon, comment vous gérez justement cette phase de travail acharné dans vos semaines? Est-ce qu'il y a des moments où ils peuvent quand même s'autoriser des sorties, un peu de sport, un peu de cinéma, ou est-ce qu'il faut travailler exclusivement tous les jours? Alors, personnellement, je pense à dire que le sommeil c'est extrêmement important. Donc, même si on n'a pas fini son cours, quand on sait qu'on a besoin par exemple de 9 heures de sommeil, on garde nos 9 heures de sommeil. Parce que ça sert à rien de se lever et de ne pas être efficace parce qu'on est fatigué. Ensuite, au niveau de tout ce qui est divertissement, personnellement, moi c'était pendant les pauses repas, je regardais des séries complètement bêtes à la télé, juste histoire de me changer les idées et de penser complètement à autre chose. Voilà, après, mais dans les transports, je pouvais écouter de la musique, tout ça, donc ça me permettait de me changer les idées aussi. Après, au niveau des sorties, moi je m'étais accordé un anniversaire au premier semestre, j'étais rentrée à 23h30. Et de second semestre, j'avais fait aucune sortie parce que vraiment, je voulais travailler et j'avais même pas envie de sortir. Parce que alors, en ce qui me concerne, pareil que Tiffaine, le sommeil c'est vraiment primordial, c'est 8 heures de sommeil obligatoire, voire plus, pour les personnes qui sont de gros dormeurs. Moi, je m'autorisais une soirée où je faisais rien par semaine. Le jeudi soir, à partir de 19h, à partir du repas, je faisais rien. Je restais avec mes parents devant la télé et je profitais pour me changer les idées. Sinon, le reste de la journée, il faut essayer de prendre des petites pauses de 5 minutes parce que, ne serait-ce que quand on change de cours, prendre une petite période pour oublier le cours d'avant et attaquer celui d'après, c'est bien et ça fait une petite pause. Oui, monsieur Litton. Sur le rythme de travail, c'est rappeler que les cours commencent début septembre et que finalement cette première partie de l'année, ça va très vite. Les épreuves du concours sont à la mi-décembre. Ça veut dire qu'il faut que l'étudiant, dès début septembre, soit pleinement dans le rythme de travail. Les étudiants qui sont là vous diront davantage sur comment ils ont anticipé ou pas sur le début du semestre. Et dans un certain nombre de cas, il y a un travail qui se fait avant, je pense que ça a été évoqué pour le tutorat, de façon à être en pleine action dès le début des cours. Les étudiants qui démarrent un peu en décalé ont souvent du mal à se mettre dans le rythme de façon suffisamment efficace pour être ensuite, au moment des épreuves, en situation d'avoir des notes satisfaisantes. Donc il faut avoir en tête qu'on n'attend pas le mois d'octobre pour se mettre à travailler.
Oui, on peut peut-être rappeler justement ce que fait le tutorat pendant l'été, avant la rentrée. Et du coup, on fait 2 semaines de pré-rentrée, donc avec des cours le matin. Donc ça va être en amphi pour habituer les étudiants à être en amphi, à rester concentrés pendant plus ou moins 4 heures. On ne fait pas les cours complets puisque de toute façon on n'est pas professeur, donc c'est pas notre rôle. Mais on essaie de dégrossir un peu les cours, de leur montrer à quoi s'attendre. Ensuite, l'après-midi, on fait des séances 2D. Donc cet été, on a fait des séances 2D de biologie cellulaire. Donc en reprenant des ED qu'il y avait à la fac ou en essayant de créer. Voilà. Et ensuite des ED de maths, pareil, pour s'entraîner à faire, parce qu'il y a des calculs de statistiques, des équations différentielles, des choses comme ça. Où l'étudiant n'est pas forcément habitué à répondre à des QCM sur ça, à devoir faire ça très rapidement, puisque l'épreuve de maths dure 30 minutes pour 20 questions. Donc c'est assez intense. Et voilà. Et après des ED de méthodologie aussi pour préparer l'étudiant à avoir un planning assez rigoureux, à gérer son stress, à gérer son sommeil, voilà, lui rappeler les choses essentielles, donc le sommeil, bien se nourrir, essayer de... C'est ouvert à tous ou il y a des places limitées? La pré-rentrée, les seules places limitées, c'est par rapport à la capacité des amphithéâtres. Donc l'année dernière, c'était... Je crois que c'était 300 places en amphithéâtre, donc voilà, c'était limité à 300 places. Et ça démarre vers la mi-août, c'est ça? Ça avait démarré autour du 15 août. Je me souviens plus le lundi, le jour du lundi. Et les étudiants doivent se présenter directement à l'université. Comment ils ont l'information? Il faut qu'ils aillent sur le site web Alors, ils peuvent aller sur le site web pour se renseigner. Ils peuvent aussi nous poser des questions par mail sur la page Facebook. Et sinon, on a un stand en face de la scolarité chaque année avec le TAM. Voilà, il y a des tuteurs, les membres du bureau qui sont là pour répondre aux questions et pour inscrire les PACES qui souhaiteraient s'inscrire. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Oui, bonjour. Pardon, j'aurais voulu savoir quelle est la différence entre la faculté de Marseille et d'autres facultés, par exemple Montpellier, Lyon, Grenoble, autant au niveau des enseignements que de l'accompagnement et de la préparation à l'internat. Monsieur Vitton, peut-être sur un éclairage là-dessus. Comparatif, je ne suis pas forcément en situation de faire un comparatif. En plus, en parlant de choses différentes, quand on parle de la PACES, là c'est tout l'objet, à ce jour, le point le plus important, c'est le numerus clausus, le nombre de places ouvertes par le ministère. Je répète qu'à l'heure actuelle, encore maintenant, encore l'année prochaine, c'est le ministère qui décide combien de places sont ouvertes au concours. Il faut noter que durant ces 2 dernières années, le numerus clausus a augmenté. Il était resté pendant très longtemps, là je parle de la filière médicale, il était resté pendant très longtemps à 315 places. Il est passé en 2017 à 362 places et il est passé en 2018 à 372 places. Je ne sais pas ce qui va se passer pour 2019 parce que vous le croyez ou non, le numerus clausus de 2019 n'est pas encore connu, il sera connu en janvier prochain. Donc on est dans une situation où le nombre de places ouvertes ne dépend pas de la faculté. Et après, donc, tout ce qui est préparation, bon, c'est spécifique à Marseille par rapport à l'organisation, mais le programme, il est le même partout en France, dans toutes les facultés. Je rappelle qu'on est dans des études qui sont extrêmement réglementées en ce qui concerne leur contenu. Le programme de la PACES, il est le même partout. Le programme du 2e cycle, c'est-à-dire de ce qui amène aux ECN, à l'examen national classant, c'est une liste de plus de 350 items, qui est une liste nationale, et donc tous les étudiants en France sont préparés à ces items. Une particularité pour parler de ce 2e cycle ou de l'externat à Marseille, c'est la notion d'enseignement intégré ou synchronisé. C'est une forme d'enseignement qui a été organisée en grande partie à la demande des étudiants, des élus étudiants, les prédécesseurs là, de mes voisins de table. L'idée, c'est que
le matin, les étudiants soient dans un service hospitalier d'une discipline dont la formation théorique est donnée l'après-midi à la faculté. Autrement dit, le matin, l'étudiant est dans un service de cardiologie à l'hôpital, l'après-midi est à la fac pour recevoir la formation théorique sur la cardiologie. Donc ça fait partie des spécificités de Marseillaise. Après, je serai en difficulté pour vous dire ce qui se passe à Montpellier, je ne sais pas véritablement. L'un des éléments qu'on donne lorsqu'on pose la question au tutorat, c'est de répondre, il faut penser aussi à l'éloignement avec les parents et avec la famille. C'est souvent plus ça qui va jouer sur le mental et sur le moral que vraiment aller chercher la facilité avec... par exemple, je me souviens qu'il y a 2 ans, j'avais une amie qui était partie à Caen parce que c'était Caen qui avait la plus grande proportion de numerus clausus par rapport au nombre d'étudiants. Elle a fini en burn-out total. Donc, je pense que les facultés, le taux de réussite reste quand même relativement stable en termes de statistiques. La préparation à l'ECN, vu les internes qui bougent après, qui reviennent, j'ai pas l'impression qu'on soit plus mal formé qu'ailleurs, que les autres soient mieux formés qu'ici. Mais je pense que l'un des éléments les plus importants, c'est le moral et l'éloignement par rapport à la famille, et la possibilité d'aller chercher les tupperwares le week-end et de ramener des draps propres le lendemain. Je sais que certaines personnes sont à mi-chemin, par exemple, entre Nice et Marseille. Du coup, parfois ils hésitent. Je ne sais même pas si on peut choisir la faculté d'ailleurs de laquelle on dépend. Mais sinon, peut-être vous rapprocher du tutorat niçois pour connaître les enseignements de la PACES et leur poser des questions justement sur la PACES chez eux. Je pense que ce seront plus à même de répondre. Il y avait une question dans le milieu. Bonjour, je suis étudiante infirmière et j'aurais voulu savoir les passerelles qui sont disponibles pour les IDE avec un diplôme. J'ai déjà entendu parler de possibilité de postuler pour une 2e année de maïeutique avec un diplôme d'IDE. Depuis 1 an ou 2, les professionnels diplômés dans les professions paramédicales peuvent postuler aux passerelles. Alors, je ne pourrais pas vous dire exactement quelles en sont les conditions. Il y a probablement une durée d'exercice du métier qui est imposée, qui est, je crois, de 2 ans. C'était aussi le délai qui est imposé pour pouvoir s'inscrire en PACES sur le concours spécifique paramédicaux, puisqu'il y a un numerus clausus spécifique concernant ces professionnels-là. Et donc ça, il faut prendre contact avec la faculté. En général, c'est vers le mois de mars que les inscriptions se prennent et sont closes. On prend la dernière question, s'il y en a une. Oui. Bonjour. Est-ce que sortir d'un bac ES c'est une difficulté pour le concours? Il y a 2 réponses. Je peux te répondre, vu qu'en ES tu vas comprendre les stats, il y a 90% voire plus d'étudiants qui sortent d'un bac S, dont 75% d'un bac S. Attention, très bien. Après, il y a aussi des étudiants en ES qui arrivent à rentrer à la faculté. Et si on prend sur tous les ES qui arrivent à rentrer, je crois qu'il y a 4 ans, la proportion était pas loin de 20%. Et il y avait un nombre très réduit de candidats. Donc voilà, les statistiques, on peut toujours faire dire. La vraie réponse, ça va être ta motivation et ta force du travail. Est-ce qu'il y a des journées de plantes ouvertes à annoncer? Non, il n'y a pas de journée ouverte prévue. D'accord. Ok. Je vous remercie toutes et tous pour votre attention et bon week-end. Bonne journée au salon d'étudiants.